Plus de doute, les cours débutent le 3 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, les préparatifs et dispositifs rentrée scolaire obligent le déploiement de l'administration dès le 16 septembre, ce qui ressort du point de presse animé hier par la ministre de l'Éducation nationale. Pour L'annonce est donc aussi l'occasion pour la première responsable du département de remercier l'ensemble des partenaires, des autorités scolaires et surtout la synergie pour un bon déroulement de l'année académique précédente. La synthèse du point de presse avec Fademba Keita. Plus d'ambiguïté, les esprits sont orientés quant au calendrier de la rentrée scolaire 2022-2023. Les élèves prennent le chemin de l'école le 3 octobre 2022, date à laquelle les cours débutent dans toutes les écoles publiques et privées du pays. Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Le 16 septembre, nous allons ouvrir les écoles, mais pour l'administration scolaire. Nous allons dire à nos DAE d'instruire aux directeurs des CAP, aux proviseurs, aux directeurs d'école, jusqu'à l'éducation préscolaire, qu'il faut qu'ils mettent tous les moyens pour que les conditions idoines soient remplies et soient prêtes pour que le 3 octobre au matin, où effectivement les enfants seront présents à l'école, donc date de l'ouverture effective. Au cours de cette information officielle, le ministre félicite l'ensemble des partenaires du département, les autorités scolaires et surtout la synergie des syndicats des enseignants de l'éducation d'avoir permis d'enregistrer des résultats reflétant le niveau des apprenants. Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. On a obtenu les 20,35%. Pour nous, selon les statistiques, ce n'est pas un mauvais taux. Quand on prend l'ensemble des candidats qui se sont présentés au baccalauréat pour la session de juillet 2022, il y a aussi beaucoup de candidats libres. Et sur les 192 000 candidats, nous avons enregistré à peu près 25 000 cas d'abandon. C'est un taux que nous devrons saluer. Nous avons l'obligation de continuer à rendre nos procédures transparentes, à organiser les examens de la même manière, sinon mieux que cette année. Les parents ne sont plus stressés car un minimum de temps leur est accordé pour payer ce qu'il faut pour leurs enfants scolarisés. Des hauts responsables policiers du monde entier sont réunis cette semaine au siège de l'ONU pour réfléchir à l'avenir des composantes de police déployées dans les missions de maintien de la paix de l'ONU. La délégation malienne conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a pris la parole à l'ouverture du sommet. Nous l'écoutons au micro d'Aïssata Ibrahim Maïga. Comme vous le savez, le Mali est à la fois contributeur de troupes dans les opérations de maintien des Nations Unies et depuis 2013, pays hôte de l'aménagement, d'où l'intérêt pour moi de participer à ce sommet et à l'examen de ce thème sur les principaux défis des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. En effet, depuis son déploiement au Mali en 2013, l'aménagement évolue dans un environnement sécuritaire volatile, marqué notamment par les attaques terroristes. C'est l'occasion de rendre de nouveau un hommage appuyé à toutes les femmes et à tous les hommes qui travaillent sous la bannière de l'aménagement dans les conditions difficiles, souvent au péril de leur vie pour maintenir la paix et pour protéger nos populations et leurs biens. Cependant, malgré tous les efforts et tous les sacrifices consentis, la situation sécuritaire au Mali s'est dégradée et l'insécurité s'étant étendue du nord à toutes les régions du pays. Les pays voisins en sont également touchés. Nous devons changer d'approche pour inverser cette tendance dangereuse. C'est essentiellement la raison pour laquelle le gouvernement du Mali réclame depuis 2013 un changement de paradigme et une adaptation du mandat de l'aménagement aux réalités du terrain. En attendant, le gouvernement du Mali, sous la forte pression de nos populations, a pris la pleine mesure de la situation en décidant d'agir pour protéger nos populations et leurs biens et sécuriser le territoire national. Nous avons consenti d'énormes efforts pour recruter, former et équiper nos forces de défense et de sécurité. Ces efforts soutenus vont se poursuivre parallèlement aux actions politiques de développement économique et social dans le pays. Le souhait le plus ardent des populations du Mali est que l'aménagement appuie véritablement ces actions du gouvernement afin qu'elles puissent jouir des dividendes de la paix. Pour ce faire, l'aménagement doit avoir un mandat adapté. Elle doit changer sa posture passive pour devenir un acteur sécuritaire majeur sur le terrain en appui aux forces nationales. Elle doit coopérer et collaborer étroitement sur le terrain avec les forces maliennes, y compris au niveau opérationnel. Ma deuxième observation majeure est de réaffirmer le soutien du Mali à l'initiative Action pour le maintien de la paix, A4P, ainsi qu'à l'étape suivante, A4P+. La réussite des opérations de maintien de la paix des Nations Unies relève de la responsabilité collective, mais différenciée de tous les intervenants
Que sont le Conseil de sécurité, le secrétariat des Nations Unies, les États membres et les pays hôtes? Dans cet esprit, le Mali a mis en place une structure de suivi et de coordination des activités de la MINUSMA. Le dossier de la rédaction est consacré au cousinage à plaisanterie qui existe entre les communautés Bozo et Dogon, deux communautés qui vivent en parfaite harmonie. Mais au-delà de ce cousinage à plaisanterie, ces deux communautés Bozo et Dogon sont liées par un pacte sacré, pacte qui interdit tout mariage entre ces deux peuples frères. Les raisons, c'est dans ce dossier signé Aliou Abdoulaye Touré. Ton papa. Ah, c'est bien ça. La famille. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Comment ça va? Ça, c'est mon esclave. Ah, mon fils. Qui mieux qu'un Dogon pour traiter son maître Bozo d'esclave? En ce jour de mardi, Mahamadou Koureichi de la communauté des Bozo reçoit son cousin Dogon, Laya Karambe. L'accueil est chaleureux. Mahamadou Koureichi est Bozo. Le papa des Dogon, c'est le cousinage. C'est un pacte qui a été scellé depuis des années, bien avant l'Empire du Mali. Et ce pacte a créé du cousinage et de la plaisanterie entre nos familles. Laya Karambe est Dogon. C'est nous, les Dogons et les Bozo, il y a vraiment une histoire très cruciale qui existe entre nous. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a entendu depuis dans les temps, on dit qu'entre les Bozo et les Dogons, ce sont des frères. Surtout, c'est les Bozo qui est les grands frères. Comme entre les Dogon et Bozo, le cousinage à plaisanterie existe entre plusieurs ethnies au Mali. Une valeur ancestrale qui vise à consolider l'unité, la cohésion et le vivre ensemble des différentes communautés. Sekou Sirmandiara est le président de l'association Sinanguya Ton. Sinanguya est très important dans notre société. C'est le lien de parenté, la valeur culturelle que nos parents ont eue pour unir les différentes sociétés. Ça, c'est le cousinage à plaisanterie. D'autres l'appellent la parenté à plaisanterie. Deux cousins entre lesquels le mariage est interdit. Cette interdiction est liée à un pacte inviolable dont l'histoire remonte à des centaines d'années. Dr Lamine Sandi Haïdra est sociologue. Le cas Bozo-Dogon pratiquement est plus complexe parce qu'il s'agit là de deux frères au départ. Deux frères qui effectivement étaient en train de voyager et l'autre avait eu faim. Alors le grand frère était obligé de couper une partie de sa chair ou de sa cuisse pour nourrir son petit frère. Alors cet acte-là a marqué le petit frère qui a décidé désormais que sa descendance ne va jamais accepter se marier avec la descendance de l'autre. Donc de façon réciproque. Donc c'est pour vous dire que depuis lors, l'interdit a été lancé. Mahamadou Koureichi est Bozo. Le mariage entre Bozo et Dogon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et il n'est pas inimaginable entre nous et un Bozo et un Dogon de se marier. Laya Karambe est Dogon. Un mariage entre Bozo et Dogon, ce n'est pas possible. Bien que le mariage est interdit entre Bozo et Dogon, les deux communautés vivent en bonne intelligence et en parfaite harmonie. Mahamadou Koureichi et Laya Karambe nous édifient. La vie des communautés entre les Dogon et les Bozo s'est toujours bien passée. Vraiment, ça se passe très bien entre les Bozo et les Dogon. Même dans la circulation, si on ne se connaît pas, peut-être s'il y a une petite différence entre nous, il peut y avoir quelque chose qui va montrer que vraiment ces deux ne doivent pas se bagarrer. La religion musulmane prône également l'entente dans la société. Toutefois, elle ne fait pas cas de l'interdiction du mariage entre deux ethnies. Mais attention, certaines femmes ne pourront pas être mariées, comme nous l'explique Cheikh Oumar Ahmed Tidiane Cham. Les femmes que tu ne peux pas te marier, on appelle Azumaram, c'est-à-dire la sœur de ton père, ou la demi-sœur de ton papa, ou ta propre demi-sœur, ou ta propre sœur. C'est etc., qui sont interdits dans la religion musulmane. Mais à part ça, de dire moi je suis Peul, toi tu es forgeron, ou je suis Dogon, toi tu es Bozo, l'islam ne touche pas à ça. Si l'islam ne tranche pas la question, le phénomène a bien des explications sociologiques, avec un focus sur certains facteurs clés. Dr Lamine Sandi Haïdra est sociologue. Certaines ethnies ne se marient pas au Mali parce que les ancêtres ont prêté serment ou ont certainement accepté ou signé un pacte. Ceci dit que ce pacte-là est pratiquement le processus de serment. Dans les archives des mairies approchées, aucune mention n'est faite d'un cas de mariage entre Dogon et Bozo. Comme nous l'explique Mohamed Gaussou Koulibaly,
officier d'état civil de la mairie de Bamako croit en commune 3 du district de Bamako. Cette interdiction est enracinée profondément dans l'histoire socio-culturelle. Cet interdit perpétue le souvenir du don de la vie et de l'amour entre deux frères. Et durant ma carrière, je n'ai jamais célébré un tel mariage. Loin d'être un mythe, l'interdiction du mariage entre les communautés Dogon et Bozo résiste au temps. Ni la religion, encore moins la modernité, n'ont eu raison de ce pacte qui demeure inviolable. L'actualité hors de nos frontières, en Éthiopie, le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, accuse Addis Abeba d'avoir lancé une offensive conjointe avec l'Érythrée. Il s'agirait de la première implication directe de l'Érythrée depuis la reprise des combats le 24 août dernier. Le commandant militaire du TPLF accuse les forces éthiopiennes et érythréennes d'avoir entamé une guerre totale contre le Tigré. L'offensive aurait été lancée, selon lui, dans la nuit vers 4h30 du matin. Les deux armées auraient attaqué depuis l'Érythrée sur 4 fronts de la région d'Adiabo, dans la région nord-ouest du Tigré, affirme Getachew Reda, le porte-parole du TPLF. Cette zone était déjà au centre de la guerre frontalière entre les deux parties en 1998. Plusieurs sources diplomatiques à Addis Abeba confirment l'ouverture de ce nouveau front. Au Tchad, hier, plusieurs caravanes de la formation politique Les Transformateurs qui parcouraient la ville pour appeler à un meeting samedi ont été interceptées par la police pour troubles à l'ordre public. Des interpellations qui crispent le climat politique déjà tendu. La police nationale indique sur sa page Facebook avoir arrêté 84 militants Les Transformateurs qui paradaient donc sans autorisation au centre-ville pour troubles à l'ordre public et attroupement non autorisés par le ministère de la Sécurité publique. Les personnes interpellées se trouvent entre les mains des services de sécurité pour besoin d'enquête. Nouvelle journée de manifestation contre les patients étrangers en Afrique du Sud. L'hôpital public de Calafon, près de Pretoria, a reçu la visite des manifestants du groupe xénophobe Opération Doudoula. Depuis plusieurs jours, ils manifestent devant ces portes pour empêcher les étrangers de venir recevoir des soins. Les manifestants accusent les étrangers qui reçoivent des soins à l'hôpital de faire s'effondrer dans le système de santé. Le gouvernement et l'ONG Médecins sans frontières ont déjà condamné ces rassemblements. La page des sports, c'est tout de suite. Football, tournoi IFOA A, les moins de 20 ans du Mali effectuent leur deuxième sortie ce samedi contre la Guinée-Bissau. Dernier retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023. Le Mali jouera demain contre la Sierra Leone au stade du 26 mars. Déjà cet après-midi, la Guinée-Conakry affrontera le Sénégal ici à Bamako. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Football, l'équipe nationale locale de la Guinée joue cet après-midi contre le Sénégal ici à Bamako. C'est au compte de la phase de retour du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. À l'aller, le Sénégal avait gagné à domicile par 1-0. Les enjeux de la rencontre avec Abdoukarim Kaba. Ce terrain étant non homologué, la Guinée a choisi le Mali pour jouer cette rencontre retour des éliminatoires du CHAN. Le choix du Mali pour cette rencontre n'est pas fortuit. Mohamed Kanfouri Bangoura, sélectionneur du Chili local de la Guinée. Connaissant l'histoire, les relations Guinée-Mali, c'est deux poumons dans un même corps. Nous savons tout ça. Et nous avons les mêmes coutumes. Quand un Guinéen vient au Mali, il n'est pas dépaysé. Le Malien aussi en Guinée, c'est pareil. Moi, je pense une des raisons. L'environnement, les joueurs, je pense certainement on aura le public malien. Et puis, sans doute, nous avons nos compatriotes aussi ici. Sur le terrain, après la défaite du match aller, la Guinée compte aborder cette rencontre avec une grande concentration et avec un mental de fer. Mohamed Kanfouri Bangoura, sélectionneur du Chili national local de la Guinée. Ça doit se jouer sur le plan mental parce que nous devons revenir. Le Sénégal certainement voudra bien conserver son acquis. Alors mentalement, c'est la première arme. Ensuite, ça va se jouer sur la vitesse. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de vitesse, d'exécution. Et je crois que le groupe est prêt, il a un très bon mental. Et surtout que nous sommes beaucoup
plus habitué à cette compétition que le Sénégal. Côté sénégalais, le mot d'ordre reste la victoire. Même si la bataille de Bamako s'annonce difficile, reconnaît le sélectionneur de la sélection locale, Pape Bouna Thiam. Ce sera un match très très difficile face à une très belle équipe de la Guinée. Donc nous a posé pas mal de difficultés au match aller. On sait que le match retour, ça ne va pas être facile, même si ça ne se joue pas chez eux. Mais voilà, aujourd'hui on part avec un léger avantage. Difficile, oui, puisque la Guinée a barré la route aux Sénégalais 3 fois de suite pour la phase finale du CHAN. Guinée-Sénégal pour le compte de la phase retour du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. C'est ce vendredi au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 16h. 3 autres rencontres sont au programme ce vendredi. Il y aura Madagascar-Botswana, Soudan-Djibouti, Guinée-Bissau-Mauritanie. Le Mali jouera demain samedi contre la Sierra Leone au stade du 26 mars. Pour rappel, le Mali en déplacement est allé s'imposer 2-1. Il s'agit pour les protégés de Noundiané de confirmer les résultats acquis à l'aller. Eh bien, le match ne sera pas aussi facile puisque la Sierra Leone a aussi l'ambition de se qualifier. Noundiané et ses hommes devront rester concentrés du début à la fin. Pour rappel, le Mali a joué la finale du dernier CHAN joué au Cameroun. En ce qui concerne le tournoi IFOA qualificatif pour la CAN de moins de 20 ans en Mauritanie, le Mali, dans le groupe A, effectuera ce samedi sa deuxième sortie. Le Mali affrontera la Guinée-Bissau à 20h30. Un peu plus tôt, dans l'autre rencontre du groupe, la Sierra Leone sera face à la Mauritanie à partir de 17h30. Le Mali a gagné sa première rencontre face à la Sierra Leone 3-0. Supercoupe colonel Assimi Goïta, la troisième journée de poule a pris fin hier au stade Mamadou Konaté. Mopti a battu Gao par 3-0 et Sikasso a eu raison du CNT 2-1. Pas de rencontre aujourd'hui et demain. Athlétisme pour terminer. Shelly Ann Fraser-Price, forfait de dernière minute à Lausanne. La semaine dernière, la 4e championne du monde du 100 mètres sera en lice vendredi sur la ligne droite à Bruxelles où courir en 10 secondes 50 est possible. Bien décidé à aller jusqu'à Paris 2024 avec cette forme, l'athlète de 35 ans va donc courir, mais pas à n'importe quel prix. Même si le record du monde de Florence Griffith-Joyner de 10 secondes 49 reste dans un coin de la tête de celle qui reste sur 4 courses consécutives à moins de 10 secondes 70. Chronique du développement. Deuxième et dernière partie sur la microfinance au Mali. Le secteur apporte beaucoup à l'économie nationale en termes de création d'emplois et de flux financiers. À titre d'exemple, les institutions de microfinance emploient plus de 2000 personnes à travers le pays et financent des projets économiques pourvoyeurs d'emplois. Aussi, elles mobilisent des fonds de l'ordre de plus de 144 milliards de francs CFA. C'est le sujet de la chronique du développement du jour, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Au-delà de leur mission classique qui fait d'elle la banque des couches défavorisées, les institutions de microfinance apportent beaucoup à l'économie nationale. D'abord, leur avènement a permis de relever les taux de bancarisation ou taux d'accès aux services financiers. Ensuite, elles se sont révélées pourvoyeuses d'emplois directs ou indirects. Modibo Koulibaly, président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés APSFD. De nos jours, les chiffres l'attestent que l'ensemble des institutions de microfinance au Mali touche 1 364 086 membres aux clients. En termes de dépôts collectés, 144 milliards 554 millions de francs CFA. Et en termes de crédits octroyés, 160 milliards 23 millions de francs CFA. Et si vous prenez aujourd'hui l'ensemble des systèmes financiers décentralisés, en termes de création d'emplois, les chiffres attestent que c'est entre 2000 et 3000 salariés permanents. Au-delà de ça, il y a bien sûr tout ce qui est activités dérivées, notamment pour tout ce qui concerne la légalisation des dossiers de crédit. Donc ça, c'est des produits dérivés, en fait, dont bénéficient bien sûr les mairies au niveau qu'on appelle là où les institutions de microfinance opèrent. Et aussi, bien sûr, au regard bien sûr des chiffres souvent communiqués par la Banque centrale, en termes de poids au niveau du secteur financier, donc c'est aussi entre 3 et 5% du secteur financier. La contribution des institutions de microfinance à l'économie nationale a été rendue possible grâce aux facilités que l'État leur accorde, mais aussi grâce à un partenariat fécond qu'elle noue avec d'autres institutions financières. D'abord, le gouvernement du Mali, au regard bien sûr de l'importance
que le secteur de la microfinance joue dans le pays, a accepté mettre en place un mécanisme de refinancement que nous appelons le MEREF-SFD, pour permettre réellement au SFD d'accéder à des ressources à faible coût et aussi bien sûr pour non seulement booster leur activité, disons en termes de pouvoir octroyer plus de crédits à des populations. De la création du MEREF en 2018 à nos jours, c'est à peu près 23 milliards de francs CFA que le mécanisme de refinancement a eu à donner au SFD. Et aussi en termes de DAT, donc les SFD aussi ont contribué à mobiliser des DAT qui tournent autour de 21 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est vraiment un partenariat très utile ou très important pour le système financier décentralisé. Certes, des résultats probants ont été enregistrés, mais force est de reconnaître que les institutions de microfinance au Mali viennent de loin. Après une longue période d'hibernation, elles ont su faire preuve de résilience. Toutefois, des défis d'ordre technique restent encore à relever. Modibo Koulibaly, président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, APSFD. Première difficulté que je pourrais même dire en termes de défis à relever, c'est d'abord la communication. Parce que du point de vue de la perception de la population, au regard bien sûr de la crise que le secteur a eu à traverser entre 2008 jusqu'en 2014, 2015, on peut même dire, le secteur a été fortement ébranlé. Et aujourd'hui, dans le cadre de la résilience, donc le secteur est en train non seulement de se développer, mais aussi à en fait réduire tous les cas de difficultés que nous avons eu à connaître avec d'autres institutions. Autre difficulté, c'est bien sûr par rapport à l'activité crédit. Il y a beaucoup de clients sociétaires qui empruntent dans l'idée de ne pas rembourser. Puisque c'est de l'épargne collectée auprès des populations, donc l'institution a le devoir de recouvrer le cas d'impayés. Et des fois, ces recouvrements nous amènent souvent à engager des actions judiciaires pour faire le recouvrement. Et souvent, ça prend une autre connotation. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel les institutions continuent à travailler. Dans un pays où la pauvreté est plus accentuée au niveau des zones périphériques, on peut affirmer sans risque de se tromper que la microfinance a encore de la matière. Elle qui a révolutionné le système financier à la base demeure l'instrument privilégié de solidarité pour les populations à revenus modestes. C'est la fin de ce journal. Mise en onde Mokhtar Touré, présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à préparer ce journal que vous retrouverez sur www.ortm.ml et sur toutes nos plateformes digitales. Nous souhaitons passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.